Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le réel plaisir de vous retrouver pour le nouveau numéro de votre émission L'heure des questions. Aujourd'hui, ce sera un peu spécial. On va traiter un sujet comme on n'a pas l'habitude de le faire, le panafricanisme face aux enjeux du XXIe siècle, avec un invité spécial qui nous vient de très loin. Il est venu visiter un groupe de jeunes engagés, un groupe de jeunes panafricanistes, et on a profité pour lui poser quelques questions. Lui, c'est le professeur Jomei Dongo Faye. J'espère que j'ai bien prononcé. Yes. Vous êtes professeur d'université. Je suis chercheur. Chercheur. Vous êtes philosophe. En maîtrise en philo, oui. Vous avez une maîtrise en philosophie et vous êtes doctorat en sciences politiques également. Ouais. Stratégie de développement politique. Vous êtes chercheur en stratégie de développement politique et la recherche de l'exactitude de l'assurance. Recherche sur l'exactitude des recherches qui sont faites pour produire des livres, pour produire des articles. Quelle est la fiabilité de la recherche? La fiabilité de la recherche. Exactement. Vous êtes un peu un inspecteur de la fiabilité de la recherche, on peut dire. Exactement. Vous résidez aux États-Unis? Je réside à New Jersey, aux États-Unis. Aux États-Unis, mais vous êtes sénégalais? Bah oui, plein sang. Pardon? Mais je suis africain d'abord. Vous êtes africain d'abord? Qui temporairement vit au Sénégal. Temporairement? À la nationalité sénégalaise. Pour vous, l'africanité passe avant votre nationalité de Sénégalais? Ben, parce que, oui, c'est évident, n'est-ce pas? Parce que moi d'abord, qu'il soit temporairement congolais, camerounais, malien, ou autre, n'est-ce pas? Pour moi, nous allons finir par avoir finalement notre carte d'identité nationale, nos papiers administratifs correspondre avec notre identité. Je suis africain, mais j'ai un passeport sénégalais. Quand je sors du Sénégal, personne ne me voit comme un Sénégalais. Me voit, ah, là, ça c'est l'Africain. Mais maintenant, quand j'aurai un passeport qui sera passeport des États africains unis, donc ma citoyenneté et mon identité vont finalement converger. Et c'est pour ça que nous travaillons. On va en parler des États africains unis d'ailleurs. On va essayer de discuter comment est-ce qu'on arrivera là avec l'Afrique d'aujourd'hui. Mais vous êtes aussi secrétaire général du mouvement fédéraliste panafricain qui a été installé ici en République démocratique du Congo il y a très peu, qui est coordonné par Madame Chantal Mokoko, qui vous a reçu en République démocratique du Congo. Racontez-nous un peu... et son équipe. Et son équipe, effectivement. Excusez-moi d'avoir oublié son équipe. Racontez-nous un peu les raisons, les motivations de votre combat, les motivations personnelles qui vous poussent à soutenir et à croire autant au panafricanisme, et ensuite essayer de nous parler de l'objectif de votre voyage en République démocratique du Congo. Permettez-moi tout d'abord de saluer mes frères et sœurs du Congo, de remercier vos auditeurs, auditrices, j'aurais dû commencer par auditrices, n'est-ce pas? De remercier Chantal et son équipe d'avoir rendu possible ma venue dans ce pays, ma première venue, une sorte de pèlerinage, n'est-ce pas? Je ne dirai pas pour qui, mais vous probablement comprendrez pourquoi c'est un pèlerinage pour moi, n'est-ce pas? Et d'exprimer ma joie d'être ici, vraiment, d'exprimer ma joie d'être ici. Je suis venu ici dans le cadre, n'est-ce pas, d'une tournée qu'on appelle visite de proximité. Il y aura 3 visites de proximité, 3 grandes régions qu'on va visiter, l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale et l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui me motive, n'est-ce pas? Ce qui me motive plus, n'est-ce pas, ce sont les opportunités que mes fils ont en Amérique et que mes nièces ici au Sénégal n'ont pas. Pourquoi? Pourquoi? Comment est-ce que les Américains ont fait pour que mes fils aient des opportunités que mes neveux et nièces qui sont au Sénégal, qui sont ailleurs, partout ailleurs dans le monde, la jeunesse africaine en général, en train de mourir dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, je veux dire, n'est-ce pas? La jeunesse africaine en train
de tomber sous le charme des recruteurs de terroristes, par exemple, des guerres au Sahel, des guerres internes dans les pays africains, n'est-ce pas? Comme chez nous en République démocratique du Congo. Ah ben ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas parler de ça. Ça fait 25 ans qu'on a la guerre. Mais il y a une chose, je sais que les jeunes, n'est-ce pas, désespérés, sans espoir de trouver du travail, n'est-ce pas, sont attirés par le charme de ce qu'on leur offre pour devenir soit combattants dans ces guerres-là dont tu as parlé, ou bien terroristes, ou bien aller dans ce qu'on nous, en sciences politiques, nous appelons les conséquences d'une mauvaise gestion de la dividende démographique. C'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail, surtout des jeunes, comparé à la capacité d'absorption du marché du travail. N'est-ce pas? Si ce nombre-là, l'absorption est trop minime et le nombre est trop grand, ça amène une frustration des jeunes, un désespoir. Et c'est ça, depuis une vingtaine d'années, les politologues, les économistes parlent de cette question du danger de la dividende démographique. Donc, ce qui me motive, c'est de voir à la télévision américaine, ou bien en France, quand je suis de passage, comment les Africains, quand quelque chose arrive, ben, il faut que d'autres viennent résoudre nos problèmes. Non? Ce qui me motive, c'est de voir qu'un pays comme celui-là, qui est 10 000 fois plus riche que en ressources, je dis bien, hein, en ressources, qui est 10 000 fois plus riche que la Californie, n'est-ce pas? Mais à des citoyens qui tirent le diable par la queue pour pouvoir survivre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, en tant qu'intellectuel, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne peux pas justifier être un intellectuel et ne pas chercher, surtout en tant que chercheur, quelle est la cause systémique de ce problème-là. Et est-ce que vous avez trouvé cette cause-là? Mais bien sûr. Bien sûr, et c'est ça qui a amené à la création du mouvement fédéraliste panafricain. Donc vous pensez que le panafricanisme est une solution politique? Non. Le panafricanisme n'est pas une solution politique dans ce sens-là. Vous savez, il y a beaucoup de confusion dans qu'est-ce que c'est que le panafricanisme. Racontez-nous d'ailleurs votre panafricanisme. Le panafricanisme, il repose sur deux piliers. Quand on regarde l'histoire de sa naissance, par exemple, permettez-moi de dire, n'est-ce pas, que le panafricanisme a commencé quand les gens ont été prisonniers de guerre ici dans le royaume du Congo, dans le royaume du Ndongo, dans le royaume de Mandé. Ils ont été pris et mis dans les cales des bateaux. Ils n'avaient aucune communication possible, mais ils se sont rendus compte tout de suite qu'il doit y avoir une solidarité entre eux. Ils ont commencé à communiquer, n'est-ce pas? Certains d'entre eux-mêmes ont détourné des bateaux. Amistad, ceux qui ont vu le film Amistad savent bien que ce sont des esclaves qui s'étaient révoltés dans le bateau, qui ne se comprenaient pas probablement, et qui ont forcé justement à ce que le gouvernement américain fasse un procès et les libère en fait. Donc cette solidarité-là, ce sentiment de solidarité, parce que le destin est inextricable, il est commun, ils sont dans la même situation, n'est-ce pas? Mais aussi que c'est lié à la couleur de leur peau, parce qu'il n'y avait pas des blancs qui étaient des esclaves dans ces bateaux-là. Donc la conscience de la nécessité d'une solidarité entre ces personnes noires soumises dans ces conditions à cause de leur peuple, ça c'est le premier déclic qui a déclenché le panafricanisme. La deuxième, le deuxième, et ça c'était justement le panafricanisme du 15e siècle. Qui était un panafricanisme résistant. Voilà, résistant du 15e siècle justement au 19e siècle, et même au début du 20e siècle, n'est-ce pas? Après les indépendances, après le mouvement des droits civiques, après la fin de l'apartheid et tout cela, n'est-ce pas? On est toujours dans une situation de désavantage, du noir, n'est-ce pas? Et le deuxième pilier du panafricanisme maintenant, c'est-à-dire nous, notre condition, le respect que les autres ont vis-à-vis de nous, n'est-ce pas? Le traitement que nous avons vis-à-vis des autres, il est intrinsèquement lié à la place qu'occupe l'Afrique sur la carte géopolitique mondiale, n'est-ce pas?
Donc le panafricanisme au XXIe siècle, c'est la conscience de la nécessité d'une solidarité entre personnes noires, n'est-ce pas, et la compréhension du lien intrinsèque qu'il y a entre, n'est-ce pas, la dignité des Noirs, hein, et la place qu'occupe, la taille qu'occupe l'Afrique sur la carte géopolitique mondiale. Mais pourquoi ces réflexes-là d'unité liés à la place qu'occupe notre continent, mais aussi à l'identité qu'on partage en commun, n'est né qu'en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ce genre de mouvement en Asie, par exemple, avec qui on partage quand même presque une histoire de maltraitance, de colonisation À ma connaissance, les Asiatiques n'ont pas été soumis au type d'esclavage que les Noirs ont été soumis. À ma connaissance. Oui, il y a les coulis, il y a tout cela, mais si vous vous rappelez bien, les Caraïbes, n'est-ce pas, les Indiens, les Chinois qu'on a amenés là-bas, c'était pas des esclaves. C'était pas les esclaves. Quand vous avez, par exemple, à Trinidad Tobago, la moitié c'est des Indiens, la moitié c'est des Noirs. Ils sont venus là-bas, n'est-ce pas, en tant que personnes qui sont payées vraiment des salaires de misère, c'est vrai, mais qui sont respectés en tant qu'êtres humains. Alors que les Noirs, c'est l'oppression qui a fait, c'est la résistance à l'oppression qui a fait naître le panafricanisme. Et vous pensez aujourd'hui, parce que vous avez dit que les premières de vos motivations, c'est d'abord la situation sociale que vivent les Africains. Absolument. Vous avez parlé des opportunités économiques, sociales, sécuritaires, n'est-ce pas, et même de liberté d'individus. La question de liberté. Et pourquoi vous pensez que par un engagement panafricaniste, on peut arriver au terme de tous ces fléaux que vous êtes en train de décrire? Ce n'est pas un engagement panafricaniste. Et c'est là justement que j'allais venir. Notre mouvement est un mouvement fédéraliste panafricain. Fédéraliste panafricain. N'est-ce pas? Fédéraliste dans le sens de... Il y a une différence qu'il faut faire entre... Il y a le panafricanisme qui est pour les Noirs. Et il y a le continentalisme africain qui est pour toute personne qui réside sur ce continent-là, voit ça comme... Noir ou blanc. Noir ou blanc, arabe ou non arabe, n'est-ce pas? Ça, c'est le continentalisme africain, comme Cheikh Anta Diop l'a expliqué, n'est-ce pas? Ce sentiment-là, n'est-ce pas? C'est lui qui est à la base, le fondement de la nécessité d'un fédéralisme continental africain, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre dimension dans notre mouvement, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, le destin de ces Noirs-là, des Noirs, quels qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Asie ou ailleurs, le respect qu'on leur doit, n'est-ce pas, les opportunités qu'ils ont pour trouver du travail qui est décent, est lié à la place de l'Afrique sur la carte géopolitique mondiale. Donc, pour nous, pour libérer, justement, pour arriver à l'objectif du panafricanisme, dans une certaine mesure, il est nécessaire d'intégrer les Africains de la diaspora dans le combat. C'est pour cela que nous avons le concept des États africains unis, au lieu des États-Unis d'Afrique. C'est quoi la différence? La grande différence, c'est que quand tu dis État africain uni, ça veut dire que géographiquement, c'est continental africain, avec l'Afrique et les îles qui sont autour de l'Afrique, n'est-ce pas? Mais quand tu dis État africain uni, ça veut dire les États partout dans le monde où la majorité, je veux dire souverain bien sûr, partout dans le monde où la majorité des citoyens sont des Africains, soit du continent, ça veut dire qu'on appelle Africain du sol, comme par Ali Mazrui de Kenya, ou Africain maintenant, Africain du sang. Et je donne toujours aux gens cette anecdote. Si un Américain, n'est-ce pas, noir, allait en Sibérie, à l'université de la Sibérie, avec un Arabe de l'Algérie, l'Américain a un passeport américain, n'est-ce pas, l'Arabe a un passeport algérien, n'est-ce pas? On demande à des intellectuels, les plus grands intellectuels de la Sibérie, lequel de ces gens-là est un Africain? Vous pensez qu'ils vont pointer l'Arabe
Non, ils vont pointer Donc l'Afrique nous colle à la peau. C'est pour ça que Ali Mazrui nous appelle les Africains du sang. Et que Pitotoche avait dit, quel que soit là où tu es dans le monde, tant que tu as la peau, tu es un Africain. Donc pour nous... Donc partout où il y a des Noirs au monde, il y a la possibilité de faire des États d'Afrique unie. S'ils sont souverains, Haïti par exemple, Jamaïque, Barbados, ça c'est des États souverains qui peuvent rejoindre justement cette unité politique, n'est-ce pas, et former justement les États africains unis. Maintenant, c'est que Marcus Garvey avait prédit qu'un jour, un État contrôlé par les Africains et les Noirs, n'est-ce pas, existera sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais ça, ce n'est pas une procédure un peu coloniale, parce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui disent que d'ici 2050, on sera à plus d'1 milliard. Si par exemple... en Afrique? Oui, en Afrique. Si par exemple... peut-être. Peut-être 2 milliards. Parce qu'on est déjà à 1 milliard presque et demi. Oui, avec plus de 60% d'individus qui auront entre 20 et 25 ans. Avec la vague d'immigration d'ailleurs qu'on va en parler, vous ne pensez pas que si jamais on est en croissance démographique dans un État préalablement qui n'est pas africain, ça ne deviendra pas un mouvement de colonisation comme nous on a subi? Parce que vous dites que partout où il y a les Noirs qui contrôlent un pays, comme Marcus Garvey l'a dit, il y a la possibilité de créer justement ces États africains unis là. Ça ne peut pas être perçu comme une démarche coloniale. Il ne peut pas y avoir de colonisation s'ils viennent volontairement, par référendum, être membres des États africains. Mais c'est ça la colonisation. Ça veut dire qu'on va aller dans des terres qui ne nous appartenaient pas en avance. Non, on n'y va pas. La démographie faisant l'histoire, on devient plus nombreux que les autochtones et puis on devient l'État africain. Dans ce cas-là, tu n'auras aucun privilège. Aucun privilège qui est supérieur au privilège d'un Jamaïcain qui décide de vivre ici ou décide de vivre en Jamaïque. Il peut rester là-bas comme il peut venir ici. Toi, tu peux aller en Jamaïque, vivre là-bas comme tu peux rester ici. Les États-Unis, Hawaï est un État, n'est-ce pas, américain. Mais les Hawaïens ne se voient pas comme colonisés, ils se voient comme des pleins Américains. Parce qu'eux, ils sont plutôt des États fédéraux. Ils ne partent pas de la logique de l'africanité comme vous l'expliquez avec la mélanine. Non, on ne parle pas de la logique de l'africanité, n'est-ce pas? On parle du fait que ces gens-là ont intérêt, n'est-ce pas, à être protégés par l'État fédéral africain. C'est beaucoup plus pour un désir de les protéger s'ils ont un passeport des États africains unis qui a un droit de veto aux Nations Unies. Quelqu'un leur fait quelque chose, mais ils auront des problèmes. Moi, je voudrais qu'on parte d'un exemple concret. Prenons la France aujourd'hui, qui subit comme les gens de la droite diraient, des immigrations massives. Imaginez que la démographie française basculait. C'est-à-dire qu'on a par exemple 60% des personnes africaines en France. Serait-il un État africain ou un État européen? Cette situation d'abord, n'est-ce pas? Moi, je n'aime pas tellement parler dans l'hypothétique. Parce que ça peut arriver. Oui, mais ça peut arriver. On a l'immigration. Quand ça va arriver. Et on a une démographie croissante en Afrique. Absolument. Quand ça va arriver, les politologues de cette époque-là vont constater ce qui se passe. Mais de la manière dont le système français est organisé, n'est-ce pas, je doute qu'il y aurait un basculage, n'est-ce pas, qui va permettre justement à la France d'être appelée un État africain. Je le doute. Mais vous savez, moi, je ne suis pas un grand conjectivateur. Et non, je regarde les choses. Aujourd'hui, je me bats pour un État parce qu'il y a des raisons pour lesquelles je me bats pour ça. Mais cet État n'est pas noir pour lequel nous nous battons. Comme je l'ai dit, c'est un État fédéral continental africain avec effectivement une sensibilité aux Noirs qui ont intérêt à être protégés par cet État-là et qui ont été volés d'ici et qui n'ont jamais renoncé leur africanité. Et quels sont les éléments que vous attachez à l'identité africaine? Parce que vous avez dit que cet État ne sera pas noir. Donc, quels sont les éléments que vous attachez à l'identité africaine? Absolument. Soit vous êtes un Africain du sol, n'est-ce pas? N'importe quel Marocain, n'importe quel blanc sud-africain, un Africain du sol, soit vous êtes un Africain du sang. Ça veut dire que votre identité, votre taux de mélanine dans votre peau vous rattache à l'Afrique. Ça, c'est une identité
n'est-ce pas, contre laquelle tu ne peux pas, de laquelle tu ne peux pas fuir. Mais le monde racial disparaît. Hein? Le monde racial est en train de disparaître. La couleur de peau ne compte quasiment plus. On tend vers ces mondes-là. Village planétaire. Ça me fait rire parce que... Où les identités ne resteront que de sol. Vous savez, ça me fait rire parce que... Il y a les mixages, il y a la créolisation un peu partout. Oui, ça c'est sûr et certain. Parce que si vous restez sur la question de la mélanine, on va poser la question des milâtres, par exemple. On va poser la question des enfants nés du mixage. Sont-ils africains par le sang parce qu'ils ont la peau noire? Sont-ils considérés africains? Parce que le reste du monde les considère comme des noirs, comme des africains. Ça peut évoluer. Le reste du monde, oui. Surtout des États-Unis d'où cette idée est venue. Ils les considèrent comme des Africains. Peu importe, comme le dit Petitoche, le ton de la noirceur, le degré de noirceur de ta peau, hein? Mais il y a des Américains noirs. Quand tu les regardes, tu ne peux pas, si tu n'es pas habitué, dire que ça c'est des noirs, mais pourtant ils sont classifiés noirs, n'est-ce pas? C'est pas c'est pas une question. Vous savez, on nous a imposé, n'est-ce pas, un système d'oppression qui est fondé sur la couleur de nos peaux, n'est-ce pas? Et vous semblez accepter ça? Non, justement. C'est ça ma grande justement, peur. On le reconnaît, n'est-ce pas? Et on crée les conditions pour mettre fin à ça. On reconnaît. Nous ne sommes pas des nihilistes. Nous ne sommes pas là pour ignorer la réalité. C'est une réalité. Si toi, tu vas en Amérique aujourd'hui, hein, il y a des endroits où, si un policier t'attrape, tu es coupable jusqu'à ce que tu puisses prouver que tu n'es pas coupable. En France, ailleurs, n'est-ce pas? Nous avons vu des Africains aller en Inde être des femmes, manque de respect d'une manière qui est... Pourquoi? On a vu aujourd'hui, n'est-ce pas, des Noirs qui sont vendus en Libye, par exemple, parce que c'est des Noirs, ils ne vendent pas des Arabes, ils vendent nos frères et nos sœurs. Ça, c'est la question du panafricanisme. Le panafricanisme pour la restauration de la dignité des Noirs, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose que l'unionisme africain qui va servir effectivement au panafricanisme sans pour autant évacuer la raison d'être du panafricanisme. Parce que même si aujourd'hui on initie les États africains, la nécessité de défendre, la nécessité de protéger, la nécessité de restaurer la dignité des Noirs va continuer à exister pendant au moins 1, 2 ou 3 siècles peut-être. Qu'est-ce que vous direz si on disait que votre pensée, votre philosophie est réactionnaire? Est réactionnaire à tout ce que nous avons subi? Je parle de la traite négrière, de la colonisation, et que c'est dangereux de construire une pensée. Je dirais à cette personne que vous ne comprenez pas ce que c'est que réactionnaire. Réactionnaire est tiré du fait que, n'est-ce pas, un système est là. Vous voulez le changer pour un système meilleur. Vous êtes révolutionnaire. Vous mettez le fer sur terre pour éviter à ce système d'être changé. Vous êtes réactionnaire. Okay. Ce n'est pas une question... Donc vous êtes révolutionnaire plutôt. Mais bien sûr, tout panafricaniste est révolutionnaire. Et révolutionnaire, je dis tout à panafricanisme. Il y a une multitude de personnes qui parlent de panafricanisme, qui se réclament du panafricanisme, mais c'est des gigolos, c'est des farceurs. C'est pas du panafricanisme, c'est de l'infantilisme beaucoup plus, n'est-ce pas? Des panafricanistes qui passent leur temps à critiquer les chefs d'État africains, des panafricanistes qui passent leur temps à se contenter de la question de la gouvernance des miettes que ceux qui sont les vrais ennemis des Africains laissent ici. Mais ça, ils ne comprennent rien du panafricanisme. C'est pas du Parce que le fondamental du panafricanisme transcende la différence entre nous noirs. C'est comment est-ce que nous sommes traités et comment nous voulons mettre fin à ce traitement-là. Donc ce n'est pas comment nous gérons nos affaires. Nous lavons notre linge sale en famille. Donc c'est essentiellement vis-à-vis des autres. Absolument. Le panafricanisme, quand tu connais son histoire, tu sais bien qu'il a été créé par les autres qui nous ont imposé un système sur la base de la couleur de nos peaux. Donc ce que Kémy Séba et les autres font là, c'est pas du panafricanisme. Ce que Kémy Séba font,
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait dernièrement. Si vous pouvez me donner. Il est justement dans la critique de la gouvernance. Il se bat contre l'oligarchie africaine qui est complice. Laisse-moi le dire, n'est-ce pas? Un Africain intellectuel focalisé sur la critique de la gouvernance est un réactionnaire. Parce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la gouvernance. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la gouvernance des miettes laissées derrière par l'impérialisme. Le problème de l'Afrique, c'est aujourd'hui reprendre le gâteau qui lui appartient. Ici, dans la République démocratique du Congo, le Congo avec 300 milliards de dollars comme PIB, mais c'est misérable. Le Congo devrait avoir au moins 2 à 3 trillions de dollars. Le revenu par tête d'habitant de ce pays ne devait pas être moins de 45 000 dollars par an. Et ça, c'est de notre responsabilité en tant que population souveraine. Vous n'êtes pas souverain, c'est justement ça le problème. Nous ne sommes pas souverains. Non. Vous êtes indépendant, mais pas souverain. Vous avez la capacité de vous choisir vos politiques, non, pardon, la liberté de vous choisir vos politiques, mais vos gouvernements, le gouvernement du Sénégal, le gouvernement du Nigeria, n'ont pas la capacité de mettre en œuvre ces politiques, peu importe ce qu'en pense le reste du monde. C'est ça qu'on appelle la souveraineté, nous, politologues. Beaucoup de gens confondent, oui, on est indépendant, c'est vrai, n'est-ce pas? Tu peux te choisir tes politiques, mais est-ce que tu peux mettre en œuvre, est-ce que tu as la capacité de mettre en œuvre ces politiques, peu importe ce qu'en pense le reste du monde? Aucun pays africain, à ce que je sache, ne peut le faire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un exemple, le Sénégal est un exemple, n'est-ce pas? Il y a plusieurs raisons. Il y a la raison pour laquelle la République démocratique du Congo n'est pas souverain est différente de la raison pour laquelle le Sénégal n'est pas souverain, n'est-ce pas? Vous, c'est la destruction de votre capital social et la transformation du pays en un pays où les différentes composantes de cette nation se regardent en chien de faïence. Manque de confiance vis-à-vis des uns et des autres. Au Sénégal, c'est la petitesse du pays qu'on a utilisée. Au Nigeria, c'est exactement la même chose qu'on a utilisée dans la République démocratique. Mais la question de la responsabilité dans cette construction souveraine, c'est ça qui attire mon attention. Elle appartient aux Africains. Elle appartient aux Africains. Et je dis bien, oui. Écoute, je dis bien, 75% de la situation africaine, ce sont les intellectuels africains qui sont responsables de ça. Alors dans ce cas-là, à quoi va servir le panafricanisme si il est essentiellement 20% revient à la responsabilité des impérialistes. Seulement les peuples africains, parce qu'ils ne savent pas exactement, n'est-ce pas, peut-être on peut leur donner 5% des responsabilités. Mais 75% des intellectuels africains, 75% de la responsabilité... Revient à nos intellectuels. 75% de la responsabilité de la préservation du système néocolonial, n'est-ce pas, de la non-acquisition de la souveraineté positive pour nous, politologues, par les Africains, la responsabilité est des intellectuels africains. Dans ces cas-là, le panafricanisme ne va nous servir à rien. Si le panafricanisme, c'est la résistance contre cet impérialiste qui n'a que 20% de responsabilité dans notre constitution. Moi je dis pas souveraine. Je ne parle pas de panafricanisme dans ce sens-là. Le panafricanisme, c'est une autre dimension, c'est autre chose. Vous savez, parce que le continent africain n'est pas seulement des Noirs, n'est-ce pas? Il y a des Arabes ici. Oui, on a le Maghreb. Il y a des Blancs en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Ça, c'est pas la question du panafricanisme. Ça, c'est l'unionisme africain. Continentale, comme vous avez dit. Continentale ou panafricaine. Parce qu'il y a des gens qui sont unionistes panafricains, qui pensent que seulement l'Afrique au sud du Sahara devrait s'unir, n'est-ce pas? Les Noirs seulement devraient former une union, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais pour nous, pour moi, le panafricanisme, c'est, comme je l'ai expliqué, la conscience de la nécessité d'une solidarité entre Noirs pour pouvoir effectivement enlever cette marque, n'est-ce pas, qui a été mise pour nous pour des intérêts, pour des besoins économiques. Les Américains
qui venaient juste être dans la suite inspirés par le siècle de la lumière, ils ne pouvaient pas accepter, n'est-ce pas, ou en tout cas, leur conscience ne leur permettait pas de traiter des personnes humaines comme eux, n'est-ce pas, comme ils les traitaient avec l'esclavage. Donc il fallait justement les catégoriser d'une manière qui puisse permettre de justifier leur déclaration d'indépendance de Thomas Jefferson, tout en préservant leur intérêt économique en tant que propriétaire de plantations d'esclaves. Donc c'est ça qui a créé et c'est pour ça justement que le panafricanisme s'est développé vraiment aux États-Unis. Malgré qu'il y avait des esclaves dans les Caraïbes, n'est-ce pas, en Amérique latine, par exemple, le traitement que les esclaves recevaient en Amérique, aux États-Unis, je veux dire bien sûr, était différent, n'est-ce pas? Et c'est déconsidéré. Si vous étiez aux États-Unis en ce moment-là, vous seriez 1/5 de personne. Vous n'êtes pas une personne. Un blanc, avec toi, le même âge, les mêmes trucs, il est une personne entière. Vous êtes 1/5 de lui. Toi, tu es 1/5. Non, 1/5 de personne. On va parler un peu de l'actualité africaine. Aujourd'hui, il y a un vent qui traverse l'Afrique. Ça a commencé au Sahel, ça tentait d'atteindre l'Afrique centrale. Il y a des putschs où des militaires prennent le pouvoir. Ça peut être de la garde républicaine ou de l'armée régulière contre les dirigeants installés démocratiquement ou peu importe la manière. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un pas vers l'autonomisation, les souverainismes des États africains, dans le sens où vous expliquiez tout à l'heure le souverainisme comme la capacité d'imposer sa volonté, peu importe ce que diront les autres. Je fais allusion à ça parce qu'aujourd'hui, les Nigériens, d'exécuter ces politiques, de mettre en œuvre ces politiques qu'on s'est choisies librement. Oui. Est-ce que vous pensez que ces démarches-là, des coups d'État, des putschs, on peut appeler ça comme on veut, est un pas vers ces souverainismes? Quand on voit par exemple que le Niger a la capacité aujourd'hui de chasser la France, peu importe ce que le monde dit, n'est-ce pas un pas vers le souverainisme? Le Niger n'a pas eu la capacité de chasser la France. Bah, l'ambassadeur est parti. Oui, mais après que la France ait humilié le Niger, la première chose, vous pensez que si la France avait demandé à l'ambassadeur du Niger de quitter le pays, et le Niger va dire non, reste là-bas? Non. Parce qu'ils sont souverains aussi, les Français. Mais parce qu'ils sont souverains et les Nigériens ne sont pas souverains. C'est ça, simple. Aussi simple que ça. Même quand l'ambassadeur part, ils sont toujours pas souverains. C'est Macron qui a décidé que l'ambassadeur parte finalement. Mais ce n'est pas, n'est-ce pas, le Niger qui a dit sort et il est sorti. Macron les a humiliés d'abord avant de partir, n'est-ce pas? Tout en laissant le CFA là-bas, que lui il contrôle. C'est quoi? Ça, c'est pas de la souveraineté, mon frère, n'est-ce pas? C'est pas de la souveraineté, ça. Moi, je suis contre les coups d'État en tant que politologue, parce que ce sont des obstacles au développement politique. Un peuple, quand on élit une personne, quel que soit ce que cette personne est en train de faire, il faut la laisser finir son mandat. Sauf si cette personne commet un crime qui peut effectivement ternir l'image de la fonction qu'il occupe. Par exemple, un président de la République peut ternir l'image de la présidence de la République. Un magistrat peut ternir l'image des magistrats, par exemple. Ces personnes-là, s'ils sont élus, effectivement, on doit avoir les moyens, ce que les Américains appellent impeachment, comme Donald Trump a été, n'est-ce pas, fait. Mais sinon, si ce n'est pas ça, enlever cette personne-là, réduit ou en tout cas pousse en arrière la progression du développement politique, dans ce sens que la République devient une démocratie de plus en plus, parce que la succession au pouvoir, les personnes qui occupent les fonctions étatiques sont seulement là-bas sur la base des volontés du peuple, par vote, n'est-ce pas? Quand tu mets un coup d'État, tu interromps cet élan d'habituation des gens à cette manière de transférer le pouvoir d'une personne à une autre.
Mais si 60 ans après les indépendances, cet élan démocratique-là ne nous produit pas un développement économique, fait qu'on a toujours nos frères, nos enfants qui vont préférer mourir à la Méditerranée que rester se battre ici, il faut peut-être des solutions militaires à un moment donné. Ouais, mais la première chose... L'objectif, c'est quand même la dignité. L'Afrique a beaucoup de matières grises. Moi, il y a beaucoup d'intellectuels africains. Vous allez dans votre université, il y a plein de politologues, il y a plein d'économistes, n'est-ce pas? Hein? C'est une solution de facilité, ça. Un chercheur ne cherche pas une solution de facilité. Tu cherches la cause structurelle pour laquelle la chose se passe, n'est-ce pas? Comme pour un chimiste, par exemple, s'il y a une réaction entre atomes, tu veux savoir exactement quelle a été, comment est-ce que cette réaction s'est produite et pour pouvoir la répéter, n'est-ce pas? Nos enfants, il faut faire la recherche sur pourquoi est-ce qu'après 60 ans, nos États aujourd'hui sont presque à terre. Pourquoi? N'est-ce pas? Ça te retourne à l'indépendance, à ce que je disais. Oui. Votre pays, mon pays, les pays africains ont reçu l'indépendance, n'est-ce pas, avec un caveat. C'est-à-dire, soit vous êtes une petite entité qui ne peut pas faire face à ses dépenses courantes pour maintenir sa souveraineté et tu es obligé d'emprunter et de devoir quelque chose, une faveur politique à ceux qui t'empruntent parce que si tu ne fais pas, ils vont cesser l'aide. Et ça les pousse maintenant, tu les ouvres tes frontières pour venir avec des entreprises qui ont des, si vous voulez, des contrats léoniens, n'est-ce pas? Qui vous pillent littéralement. Qui vous pillent littéralement, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, on vous rend incapable de faire face à vos besoins. On vous pousse au prêt. Et maintenant, on utilise ce prêt-là, cette dépendance, pour vous exploiter. C'est ça le néocolonialisme, n'est-ce pas? Votre pays, le capital social, comme je l'ai dit, a été détruit. Et si vous regardez l'histoire de votre pays, le Nigeria a la même chose, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un pays qui devait être un pays viable. N'est-ce pas? Il n'y a aucune raison pour que la République démocratique du Congo ne soit pas un État fort économiquement où le revenu des citoyens est supérieur à 45 000 $ aujourd'hui. Il n'y a aucune raison. La seule chose, c'est que la division entre les Congolais, n'est-ce pas? Cette instabilité permanente, n'est-ce pas? De pouvoir être en paix quand tu es au Congo, d'être créatif, n'est-ce pas? Le manque d'accès au capital qui est, n'est-ce pas, qui est avec des taux d'intérêt qui ne sont pas prohibitifs. C'est ça justement qui est le problème. Ce n'est pas les politiciens qu'on a, c'est un système. J'ai vécu au Burkina Faso de 1985 à 1987 avec Thomas Sankara, qui m'a d'ailleurs pris comme son petit frère. En 1987, nous avions fait un budget, un plan quinquennal de développement, n'est-ce pas? Quand on regarde ce plan quinquennal, quand on a regardé ce plan quinquennal, 75% du financement devait venir d'apports étrangers. Alors que seulement 25% devait venir d'apports intérieurs. J'ai dit à Thomas, mes grands frères, nous sommes des révolutionnaires en train de gérer un État néocolonial. Tout le monde sait que Thomas était un homme intègre. Effectivement. Il n'y a pas de corruption. Il y avait un peu, mais pas vraiment. Il connaissait des gens qui, bon, c'est pas la peine d'aller sur le nom. Hein? Mais ce qui bloquait le Burkina, tout le monde savait que ce n'était pas la corruption. Mais c'est l'incapacité du Burkina Faso de collecter, à s'autofinancer comme une entreprise. Un État, une république ou même une monarchie, c'est une entreprise collective de personnes, n'est-ce pas, qui payent des cotisations, les impôts que tu payes, n'est-ce pas, les taxes, n'est-ce pas, que tu payes, la TVA que tu payes, ça, tout ça, c'est des cotisations. Puisque, permettez-moi de vous couper parce qu'on n'a pas tout le temps. Alors, cette situation que vous décrivez, comment vous pensez que les États africains unis
serait une solution? Absolument. Et ça, c'est justement, merci pour cette question. Vous savez, si vous prenez, n'est-ce pas, les États, la raison pour laquelle ils sont en train d'étouffer, c'est parce qu'ils sont obligés d'avoir assez de revenus pour pouvoir gérer toutes ces portions, financer les portions souveraines, mais aussi créer des opportunités pour le travail, pour que les citoyens puissent payer d'impôts, pour que les caisses de l'État puissent être raflées, n'est-ce pas? C'est une sorte de cercle vicieux dans ce sens-là, n'est-ce pas? Quand tu regardes les États, 54 États africains, tu prends le cas du Sénégal, il va avoir 120 ou 100 ambassades à travers le monde. Ça, c'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? On veut avoir, n'est-ce pas, une armée qu'on ne peut pas s'offrir. Avec un seul bombardier, notre budget militaire est fini. Donc notre organisation d'administration publique est budgétivore. Parce que le coût de gouvernance est trop élevé pour les citoyens. Mais pourquoi on n'est pas les seuls continents à avoir des petits pays? Vous allez en Europe, il y a des petits pays aussi. Voilà, il y a une différence justement. Ça, c'est important justement que vous le pointiez. Il y a une période d'accumulation du capital en Europe, où les richesses d'ici ont été volées. Les richesses du Sénégal ont été volées, les richesses de l'Inde ont été volées, les richesses de l'Amérique ont été volées. 400 ans de travail de millions de personnes non rémunérées. Bien sûr, et ils se partageaient ces tontines-là, n'est-ce pas? Ils ont accumulé du capital. Cette période dans l'histoire humaine de pouvoir rendre quelqu'un esclave ou le coloniser pour accumuler du capital, c'est fini ça. Ouais. Hein? Ouais. Donc, on n'a pas, n'est-ce pas, on n'est pas parti sur les mêmes bases. Nous partons sur les bases où on ne peut pas voler, mais il faut faire une accumulation locale. Pour nous, l'État fédéral, ce que ça va faire, c'est que ça va ôter ce fardeau de ces États africains. La question militaire, n'est-ce pas? La question de la diplomatie. Ça, c'est des fardeaux budgétaires, n'est-ce pas? Deuxièmement, l'État fédéral pourra créer une monnaie avec laquelle il paye ses dettes, avec laquelle ses citoyens achètent les marchandises des autres pays. Et ça, c'est extrêmement important. Avec lequel, s'il y a un taux de chômage élevé, il peut mettre de l'argent dans le marché sans pour autant que l'argent se dévalue. La dette intérieure. N'est-ce pas? Et s'il y en a, n'est-ce pas, s'il y a l'inflation qui vient, il peut retirer cet argent-là pour diminuer l'inflation, l'accès à l'argent. N'est-ce pas? Avoir des politiques financières. Mais votre pays n'a aucune politique financière. Le Sénégal n'a aucune politique financière. C'est justement ça que l'État fédéral peut apporter maintenant et donner aux États un souffle. Encore, l'autre chose. Mais par exemple, l'autre chose, allez-y. c'est que cet État fédéral, dès qu'il est créé, il va absorber la dette des pays africains. Chaque État membre, il lui dit que vous devez 40 milliards, 100 milliards, maintenant vous ne devez plus rien. C'est l'État fédéral qui doit cet argent-là, qui va payer. N'est-ce pas? Non seulement l'État fédéral va payer, mais il va renégocier, au lieu que ce soit à 10% qu'on va payer. On va baisser les taux. Peut-être 2%, n'est-ce pas? Et encore une autre série de négociations. Vous avez volé des choses ici, n'est-ce pas? Nous voulons une réparation comme les Juifs ont eu une réparation, n'est-ce pas? Et là, il faut avoir des arguments de puissance. Hein? Non, ce n'est pas des arguments, c'est la force. Les relations internationales, c'est la force. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de raison en matière de relations internationales. Qui te dit que les gens raisonnent là, ils te racontent des histoires. Les gens mesurent les forces des uns contre les autres, imposent ou acceptent d'être imposés parce qu'ils n'ont pas d'autre option. C'est ça la diplomatie. C'est ça la relation internationale. Donc l'État fédéral africain va être ces monstres puissants qui peut permettre le développement de l'Afrique. Mais vous êtes sur le plan économique, je vous pose la dernière question parce qu'on est arrivé à la fin. Est-ce que vous estimez que ce développement économique-là peut effacer tout le problème interne que nous avons d'ordre culturel, par exemple? Parce que les États africains actuels ont aussi des histoires de conflits.
Je vous donne les cas, la RDC et le Rwanda. Ça fait 25 ans qu'on est en conflit. Est-ce que vous estimez que ces fédéralismes africains va éteindre tous ces problèmes internes que nous avons? C'est vraiment la dernière question. Ces États-là ont des conflits parce qu'ils ont des armées qui peuvent se battre, n'est-ce pas? Ils n'auront pas d'armée sur l'État fédéral. Ils n'auront pas d'armée. Deuxièmement, il y a des lois fédérales, n'est-ce pas? Il y a des lois fédérales qui existent sur comment est-ce que le commerce peut être conduit entre pays. Le commerce de ce qui est ici, quel est le pourcentage que l'État de la RDC va décider de céder aux autres États. Ce sera une décision libre de ces États-là. Le gouvernement fédéral va contrôler le commerce entre les États, n'est-ce pas? Et les camions qui sortiront d'ici, il y aura un agent fédéral qui est de Haïti qui va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces camions-là. Donc il n'y a pas de... c'est des questions qui existent parce que nos États, n'est-ce pas, sont vulnérables. Nos États sont trop vulnérables, n'est-ce pas? Ça fait qu'ils reçoivent des coups sans pour autant avoir une manière de se protéger, n'est-ce pas? L'État fédéral sera justement cette protection de ces États-là, pour leur épanouissement, pour l'épanouissement des Africains, pour l'épanouissement de l'humanité. Parce qu'une chose aussi, c'est que nous, au niveau du mouvement fédéraliste panafricain, nous disons que l'Homo sapiens est né sur le continent africain. L'Afrique a le devoir de sauver l'humanité. Cet Homo sapiens, aujourd'hui, occidentalisé, n'est-ce pas, qui regarde le profit comme la seule chose possible. Nous, Africains, on a cet humanisme-là, n'est-ce pas? Un État fédéral africain, sur cet humanisme-là, pourra sauver effectivement le monde. Votre grande rivière ici, l'électricité solaire dont on dispose. Le projet Inga. N'est-ce pas? On peut éviter, on peut réduire, n'est-ce pas, l'électricité qui vient des fossiles comme le pétrole et tout cela, n'est-ce pas? Et ça, c'est le moyen de sauver l'Afrique, le monde. Merci, professeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à nos questions. Je rappelle que vous êtes venu pour le cadre du mouvement fédéraliste panafricain. Vous avez un programme de conférence demain? À ma connaissance, je n'ai pas de conférence demain. Nous avons rencontré le ministre de l'Intégration aujourd'hui, régional. C'était une excellente rencontre, vraiment. J'ai bien aimé ça. Parce que ça, c'est une des priorités pour moi quand je vais dans un pays, rencontrer les autorités, pour leur montrer que nous, on n'est pas là pour... combattre la gouvernance. Pas du tout, non. Nous sommes là pour combattre justement ceux qui prennent avantage de l'Afrique. L'ingérence extérieure. L'ingérence extérieure, l'accaparation de nos richesses par des étrangers, c'est ça qu'on nous combat, nous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je pense que ça a été édifiant pour ceux qui nous ont suivis. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux et sur Internet. De toute façon, un lien sera partagé, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le programme des Siloé Télévision. C'était la question du panafricanisme face aux enjeux du XXIe siècle. On a essayé de faire le tour, le panafricanisme face à l'immigration, aux questions de coup d'État, et j'espère que le professeur a répondu à nos questions. J'espère que ça vous a édifié. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, mais sans doute avec un autre invité. Restez fidèles au programme de Siloé Télévision. Merci beaucoup.